Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Plus de 33 000 morts suite au violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi. À Tahiti, la communauté turque est en émoi et cherche des solutions pour venir en aide aux sinistrés. Les chiffres du chômage sont en baisse, mais nous verrons la nuance entre chômeurs et inactifs. Les étudiants, retraités ou personnes au foyer sont plus nombreux qu'avant. Un dernier documentaire très engagé a été présenté hier soir en marge du FIFO. Les oubliés de l'atome posent la question de la contamination intergénérationnelle des essais nucléaires. La Saint-Valentin s'invite dans les activités sportives du week-end. David Chang nous parlera de la course des amoureux. Il nous présentera aussi Kawa Ikokil, spécialiste de Jiu-Jitsu. Et puis, nous irons du côté de Bora Bora. Hiti Manaki sera en direct du complexe Teri Maevarua pour la soirée d'ouverture du tournoi des collèges des Rarumatei. 6 établissements vont s'affronter pendant 3 jours. Enfin, comme chaque dimanche, nous remonterons le passé grâce à nos précieuses archives. Nous serons en 98 pour parler de la Saint-Valentin. Le bilan du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie s'élève ce dimanche à 33 179 morts. Le sud de la Turquie est particulièrement endeuillé. En Polynésie française, la communauté turque compte une vingtaine de ressortissants. Elle suit de près l'actualité et lance un appel au gouvernement local pour faciliter le transfert de fonds en faveur des sinistrés. Caroline Fari, Heidi Enko. Une dame de 44 ans qui a 3 enfants mais qui est toujours sur les décombres. Chaque jour, Ceylan et son épouse suivent sur les chaînes télévisées turques l'évolution des secours d'un des plus puissants séismes ayant frappé le pays. Pour ce couple installé en Polynésie depuis 2019, l'aide financière reste un recours, même si l'opération est compliquée. Ma famille qui est en Turquie n'est pas de cette région-là, heureusement, mais le tremblement de terre, de toute manière, a été ressenti sur tout le territoire turc. C'est compliqué puisqu'il y a des ONG, sur Internet, les organisations qui ramassent les dons ne veulent pas faire le transfert d'argent par rapport à la Turquie. Je ne sais pas la raison. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre don directement via notre compte français. La zone sinistrée représente près de 13 millions d'habitants. L'aide humanitaire s'organise tant bien que mal à l'international. Michel, entrepreneur depuis 28 ans en Polynésie, très actif pour sa communauté, a encore de la famille là-bas. Il tente de transférer des fonds pour son pays natal, malgré les difficultés d'ordre bancaire. Ma propre famille a été touchée, mais sans dégâts, alors pourtant qu'ils sont dans le nord. Donc le séisme était assez puissant. Maintenant, ceux qui sont à l'est, l'espoir, c'est d'ouvrir maximum. Au bout du 5e jour, ils ont quand même retiré des vivants. Et je profite de l'occasion pour faire un appel éventuellement au gouvernement local sur leur contrôle et sous ma responsabilité, s'ils veulent, le système veut un responsable, donc, et de pouvoir récolter des fonds. Et ensuite, encore une fois, sur les contrôles du gouvernement et des banques locales, de pouvoir faire quelque chose et de transférer ces fonds via les comptes AFAD. Michel reste en contact avec un médecin généraliste de Faa, actuellement bloqué à l'est du pays. Il espère à l'avenir monter une association en tant que consul honoraire de Turquie en Polynésie. Et selon l'ONU, le bilan du séisme pourrait doubler dans les prochains jours. Dans le Pacifique, nous vous en parlions hier soir, après son passage en Nouvelle-Calédonie, le cyclone Gabriel s'approche de la Nouvelle-Zélande. La compagnie aérienne Air New Zealand nous indique que plus de 25 vols sont annulés. Il n'y a pour le moment pas de possibilité de prévoir un vol de remplacement entre Auckland et Tahiti. Pour joindre la compagnie, il faut envoyer un mail et il s'affiche sur votre écran. Ce chiffre maintenant, 9%, c'est notre taux de chômage. Le nombre de chômeurs passe sous la barre des 10 000. Une satisfaction quand on sait que c'est 5,5 points de moins qu'en 2018. Une baisse du nombre de personnes au chômage, mais une hausse du nombre d'inactifs. Les personnes qui ne souhaitent pas travailler, qui sont ces inactifs? Réponse Ismaël Tahiata et Heidi Inko. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui sont au chômage et ceux qui se situent entre les deux. Eux, ce sont les inactifs. Ils sont sans emploi, mais pas non plus au chômage. Ils représentent 32% de la catégorie des 15-64 ans, la population en âge de travailler. Et dedans, on va retrouver les étudiants, les retraités ou les personnes qui sont chez elles à s'occuper de leur foyer, de leurs enfants ou des grands-parents.
Au total, 75 900 personnes qui ne veulent tout simplement pas travailler, soit 1,4 point de plus qu'en 2021 et un peu plus de 10 points par rapport à 2018. Les jeunes de 15-29 ans sont ceux qui veulent le moins travailler. Je me consacre qu'à mes études parce que j'ai plein d'examens à passer. J'ai vraiment pas le temps d'aller chercher un travail. En plus de ça, j'ai pas de moyens de locomotion, donc je peux pas. Et heureusement que mes parents sont là pour me donner de l'argent de poche. Beaucoup de retraités ont rejoint les rangs des inactifs depuis 2018. Ceux surtout de plus de 60 ans et ceux qui, pendant la période Covid, se sont vus proposer une retraite anticipée avec l'accord de la CPS. Les enquêteurs de l'ISPF les ont répertoriés grâce au recensement de la population. C'est un questionnaire qui est sur ordinateur, qu'on appelle CAPI, assisté par ordinateur. Et les questions sont différentes suivant les situations des personnes vis-à-vis de l'emploi. Qu'elles aient un emploi ou qu'elles n'en aient pas. Les questions vont apparaître sur l'ordinateur de l'enquêteur. Prochaine enquête de l'ISPF, le RGA, le recensement général agricole. Il permettra de connaître la production agricole globale du Fénois. Sa sortie est prévue pour le second semestre 2023. Moins de chômage et pour cause, le secteur du tourisme se porte bien. Pour faire monter les compétences des plus jeunes, des concours sont régulièrement organisés. Le trophée des arts de la table, par exemple. Ici, il se double d'un concours de cuisine et il se tient non seulement à Tahiti, mais aussi à Bora Bora. 7 jeunes Polynésiens ont été sélectionnés. Ils iront disputer la finale à Paris contre leurs homologues des Outre-mer. Parmi eux, 3 lauréats des îles sous le vent, Chiquita Teiva et David Chang. C'est une première aux îles sous le vent. Élèves du lycée protestant de Uturoa, du CFPA de Wharoa ou encore lycéens de Bora Bora, ils sont 8 stagiaires spécialisés dans la mise en place à tenter ce concours des trophées des arts de la table. Parmi eux, Fauhine et Aaron. C'est pas souvent qu'on reçoit des personnes hôtelières. Donc c'est un peu stressant, déjà qui sont partout autour de nous. Donc c'est beaucoup stressant. Je fais plus attention au temps et à ce que je fais. Je suis pas vraiment stressé, je suis confiant, mais tout va très bien se passer pour moi et pour la suite. Côté cuisine, ils sont également 8 candidats. À partir de produits locaux, ourou, taro, épinards du Fénois, c'est parti pour 2h30 de préparation pour surprendre le jury. Je vais faire des churros à base de taro. Ça fait alors le côté salé pour le plat chaud. Et pour le poisson, je vais faire papillotes de poisson. Goûter un plat pour moi qui est vraiment, on va dire, avec la signature polynésienne. Et c'est ce qui est important et c'est ce qu'on a envie de retrouver. Enfin, en tout cas, moi, en tant que client, ou c'est ce que j'aurais envie de retrouver quand je viens sur les îles polynésiennes. L'organisation d'un tel concours a pris toute une année, l'objectif étant de repérer les pépites, mais aussi de valoriser les produits locaux et pourquoi pas ici, au lycée de la Perle du Pacifique. Ça permet de les mettre en valeur, ça permet aussi de se tester un petit peu avant de partir sur Tahiti pour des études supérieures éventuellement. Mais on a un petit peu tous les profils qui concourent aujourd'hui. Des élèves de bac pro, hôtellerie, avec plus ou moins d'expérience, mais des élèves motivés qui veulent effectivement voir où ils en sont dans leur formation. Les 2 lauréats des îles sous le vent ont été récompensés au même titre que leurs confrères de Tahiti. Ils seront à la finale des trophées des Outre-mer en novembre prochain. On va mettre derrière. Et je me permets. Pardon. Comme ça. C'est un film qui devrait faire grand bruit, un documentaire d'impact diffusé en avant-première au FIFO hier soir, Les oubliés de l'atome, réalisé par notre consoeur Suliane Favenec, un travail de longue haleine qui soulève la question de la transmission intergénérationnelle des maladies et anomalies génétiques liées aux essais nucléaires. Le reportage de Mélissa Chong. De notre famille, c'est surtout du côté de ma maman qu'on a plusieurs maladies. Ma grand-mère, cancer de la thyroïde. Cancer, anomalies génétiques, maladies radio-induites, le documentaire Les oubliés de l'atome, présenté au FIFO, c'est 52 minutes où se mêlent colère et frisson. Les témoignages poignants tiennent en haleine le spectateur. À la sortie du Grand Théâtre, les avis sont unanimes. J'ai vu un film de nucléaire il y a pas longtemps. Bon, il était différent, mais celui-là, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu ce moment-là. Un film super intéressant
Et j'ai beaucoup aimé le fait que du coup les personnes à l'intérieur partagent leurs expériences et aussi leurs ressentis face à ce que les essais nucléaires ont causé sur notre pays. Raphaël et sa famille figurent dans le film. Accepter de se livrer est pour lui un travail de mémoire. Cette enquête pose la question de la contamination intergénérationnelle suite aux essais nucléaires. J'espère que tout le monde va regarder ce film-là parce que c'est vraiment un film qui va toucher, bouleverser carrément toutes les familles polynésiennes qui ont au moins un malade atteint d'un cancer dans chaque foyer, quoi. Et voilà, il a travaillé à Mororo. Oui. Et quel était son cancer? Si je ne parle pas, qui va parler? Comme dirait Jean-Marie Tjibaou, si on ne parle pas, on croit qu'on n'existe pas, mais nous on existe. On est peut-être un petit peuple, mais on existe, on est là. Il faut parler et j'encourage tous les jeunes de Touréa à parler. Il ne faut pas avoir honte. Les oubliés de l'atome, c'est l'aboutissement de 3 années d'enquête et le tout premier film documentaire de Suliane Favnek. Elle a volontairement troqué la casquette de journaliste pour celle de réalisatrice. Pour moi, c'était important, je pense, de donner la parole aux habitants et je crois qu'on avait beaucoup entendu en fait les politiques, même les associations ou les religieux à travers par exemple l'église protestante dans les films et donc là j'ai vraiment voulu me concentrer sur la parole de l'humain, quoi. La parole de l'humain sera justement portée au national avec une diffusion prévue prochainement sur France 3. Et notez que demain matin en radio, l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz sera Marie-Hélène Villiers, présidente du jury du FIFO. Elle reviendra sur cette 20e édition du festival qui se termine aujourd'hui. Place maintenant à l'actualité sportive avec David Chang. Bonsoir David, de la course à pied pour commencer. La course de la Saint-Valentin a toujours autant de succès. 67 couples se sont inscrits hier pour parcourir la distance de 4 km et 500 mètres. Oui, Cybèle, et parmi eux des couples de sportifs et d'autres simplement heureux de bouger ensemble. On voit cela avec Nicolas Suir. En tête de course, les habitués des compétitions. Rainuit Area et Lauriane Biche, suivis de près par Manu Hutin et Elodie Touffet. Une position qui s'inverse à l'arrivée. La stratégie de course, elle était assez simple. C'est essayer de partir le plus vite possible et après essayer de tenir tout le long, quoi. Rainuit m'a poussé le plus que je pouvais et on finit deuxième, donc c'est plutôt pas mal. Le secret, le mental. Là pour madame le mental. Pour madame le mental. Et puis après c'est de faire un peu de sport toute la semaine. Avant tout on aime se surpasser, on aime aussi se battre. En queue de peloton, les participants étaient plus détendus, présents pour être en couple et courir ensemble. Un moment ludique mais aussi d'effort et parfois de solitude. Madame court trop vite? Oui, je cours trop vite. Pour arriver derrière, il faut moins d'entraînement et il faut surtout encourager la femme et aussi la binôme pour qu'on puisse. L'objectif, c'est de terminer la course. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais manqué aucune des 25 éditions. C'est le cas des gardons qui peuvent choisir un dossard correspondant au nombre de leurs années de mariage. Hier, c'était le 36. La stratégie de couple, c'est déjà de rester ensemble jusqu'à l'arrivée. Et d'essayer de courir ensemble aussi, parce que des fois, il y en a qui partent devant et qui n'attendent pas leur chérie. Nous, on court tout le temps ensemble, bien sûr. La course de la Saint-Valentin est une institution qui a conquis les cœurs à Tahiti. Même si 7 couples ont abandonné avant la fin, ils ont déclaré forfait ensemble. Maintenant, je vous propose de voir le reste de l'actualité sportive de cette semaine. Direction le lagon de PK18 pour de la natation, du BMX Race aussi à Faipi et la Coupe de Polynésie de football aux Marquises et à Raiatea, Julien Vescovali, Lionel Tehamoana. Naël Roux et Deotil Vito vainqueurs à la première manche de l'Open Water sur 5 km de la fédération tahitienne à Punaouia. Près de 140 nageurs étaient au rendez-vous, une première compétition importante car à la fin de l'année, les 2 meilleures filles et garçons au scratch gagneront leur place pour les Jeux du Pacifique aux îles Salomon. Combien de nageurs se met au départ et puis après il y en a qui vont se dégager sur les premières courses qu'il va y avoir et comme ça nous les clubs on pourra cibler nos nageurs susceptibles de se qualifier au mois de septembre.
La première manche du championnat de Tahiti de BMX avait lieu samedi à la piste de BMX Race de Feipi à Aroué. 24 pilotes y ont participé. Au classement général, Théo Roche l'emporte dans la catégorie senior et U17, Terei Teritomiho chez les U15 ou encore Bruce Gobré chez les U9. 6 coureurs locaux vont partir en mai et en juin en métropole pour un stage de perfectionnement suivi du Trophée France et du Championnat de France. Football maintenant avec le match de l'AS Samine contre le club de Tefana hier à Uturoa à Rayatea. Tefana s'est imposé au tir au but sur le score de 3-2 malgré l'acharnement de l'AS Samine. Le manque de rythme, le manque de match dans les jambes a fait qu'on a dû perdre 4-4 sur le match. On les a remplacés et Tefana, félicitations à eux qui ont égalisé dans les dernières minutes. À Nukuhiva, samedi, l'AS Dragon a battu l'AS Jeunesse Marquisienne 5-1. Un match dans le cadre de la Coupe de Polynésie. L'an passé, le club local avait pourtant réussi à éliminer l'AS Central Sport à domicile, mais aucune chance contre les joueurs de la capitale qui sont pour le moment invaincus. Un match difficile par rapport déjà au déplacement. On n'est pas habitué à jouer à l'extérieur, encore moins dans la chaleur. Un terrain assez difficile. On a su s'adapter, donc à la fin on gagne, c'était l'objectif. Allez, comme promis, direction Bora Bora au complexe Ter Imaivarua, baie de Povai, David. Et oui, les élèves de 6 collèges des Raromatei défilent au stade qu'on appelle aussi Pago. Je vous propose de retrouver Hitimana Ki sur place. Bonsoir Hitimana, comment s'annonce ce tournoi des collèges ? Alors David, 7 collèges sont arrivés ici sur Bora Bora. Alors là, ce soir, ça commence. Ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture. On va voir défiler tous les collèges, soit 200 élèves. On fait le déplacement pour venir ici et concourir pour le tournoi. Alors, les sports seront donc volleyball, football, tennis de table, il y aura également de la rame. Et petite particularité, David, cette année, ils ont décidé de rajouter de la randonnée, qui sera, elle, hors concours, mais de la randonnée afin de transmettre quelques valeurs et quelques sites aux enfants des Raromatei. Donc, demain matin, 8h, l'événement commencera et se terminera mercredi, 18h30. Merci Hitimana pour toutes vos précisions depuis Bora Bora. Merci à notre correspondant. Coup de projecteur à présent sur un spécialiste des sports de combat. Il est ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. À 19 ans, Kauai Kokil fait déjà partie de l'élite. Et oui, entraîné par son père et très investi dans son club Seasiders, le jeune homme se donne les moyens de ses ambitions. Le portrait du 6e nommé des trophées des sports 2023, c'est avec Maru Kijuri. Cette salle d'entraînement à Titioro, c'est comme sa deuxième maison. C'est ici que Kauai Kokil, 19 ans, valeur montante du jiu-jitsu brésilien, collectionne les médailles, mais aussi les efforts. Passé désormais chez les moins de 94 kilos, le jeune homme s'entraîne très dur au quotidien avec de plus gros gabarits, comme Loïc Tautu notamment, un sparring partenaire de choix pour Kauai. Lui, il est plus fort que moi physiquement, il est plus lourd, tu vois, je crois qu'il doit être à 120 kg, moi je suis à 92 kg. Ça me permet aussi à moi de m'améliorer et pour lui de s'améliorer. Depuis ses débuts, Kauai est en constante progression. Il a même reçu sa ceinture marron des mains de son père et coach il y a quelques semaines. Une petite consécration, mais le champion sait que la route est encore longue. La rigueur combinée aux efforts et à l'humilité, Kauai ne se repose pas sur ses lauriers, même après toutes ces années. Quand j'ai commencé le jiu-jitsu, il n'y avait pas d'enfant en fait. C'était moi le seul enfant et je devais m'adapter et je devais m'habituer à combattre avec des adultes. C'est mon papa qui m'a incité à pratiquer ce sport quand j'étais petit. C'est vrai que j'ai formé Kauai pour combattre des adultes, à la base, c'est le but. Mais c'était surtout pour forger son mental, pour se préparer à la vie normale. Et je pense qu'il voulait que je montre l'exemple aux enfants, tu vois. Et je pense qu'il a bien fait les choses et voilà. Champion du monde dans sa catégorie en 2022, Kauai a aussi été médaillé de bronze au Pan America et double médaillé lors d'une compétition internationale. 3 déplacements qui annoncent une nouvelle saison prometteuse. Et voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine. Le week-end prochain, je vous retrouve avec notamment du cyclisme et de la course à pied. Et merci beaucoup, David.
Voilà pour le sport. Petit retour dans le passé maintenant avec ce sujet tourné en 1998. Il y a 25 ans, on célébrait la Saint-Valentin comme il se doit. Reportage signé Tepiu Bambridge. Des fleuristes aux bijoutiers, tous les commerçants de la ville mettent les petits cœurs dans les grands pour la Saint-Valentin. Des colifichets voués à l'amour inondent les rayons, comme pour rappeler à tous les passants de ne pas oublier la fête des amoureux. Mais aujourd'hui encore, la fête de Cupidon échappe à certaines générations polynésiennes. C'est la première fois que j'entends dire que la fête des amoureux, c'est la Saint-Valentin. À mon époque, ça n'existait pas. Mais c'est bien, ça fait marcher mon commerce. À l'inverse, les nouvelles générations, très marquées par l'influence européenne, ont très bien intégré cette fête. C'est la fête des amoureux. Oui. Vous la fêtez Pas vraiment. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux et je suis encore très amoureux. C'est une fête importante. C'est la plus importante. Moi, les cadeaux, je peux en avoir tous les jours, mais son amour, c'est plus important. Sauf rares exceptions, la quête du cadeau est une règle établie pour la Saint-Valentin. Il y en a pour toutes les bourses, mais pour beaucoup d'amoureux, les plus beaux cadeaux ne sont pas forcément les plus chers et toutes générations confondues, l'éternelle rose rouge reste un des meilleurs témoignages d'amour. C'est pour ma copine ici, tahitienne. Oui, s'appelle Cécile, de l'école Lamennais. Et c'est pour elle. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie. Et ce chiffre pourrait bien doubler dans les prochains jours. En Polynésie française, la communauté turque lance un appel au gouvernement local pour faciliter le transfert de fonds en faveur des sinistrés. L'actualité de la semaine sera marquée par la remise des prix du concours d'excellence en présence de la ministre de l'Éducation. Ce sera lundi. Mardi, le haut-commissaire Eric Spitz sera en visite aux Australes à Tupuai. Et puis dimanche, le parc Vaitupa sera inauguré à Faa'a. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, le fret repart enfin à la baisse. À suivre sur La Première, votre soirée cinéma, vous pourrez voir le film The Other Man. Il sera suivi du téléfilm L'histoire d'Annette Zellman. On se quitte sur les œuvres d'Évrard Chaussois. C'est la 17e exposition de l'artiste, mais cette fois à la Galerie Winkler. Une vingtaine de tableaux sont visibles jusqu'au 21 février. Demain, vous retrouverez Ayata Tarahu. Belle soirée sur La Première et à bientôt. E mahana tia I maurohia e aune No tota ua oroa Whai puipura Ua tai te hora ho e ana e tata Tota ua Mai rotoroa mai te honura o tota ua ruru opu. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.